Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction, animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Pour ce premier épisode sponsorisé par Sœur d'édition, une maison d'édition spécialisée dans l'analyse des grandes œuvres de la pop culture, nous avons décidé d'interviewer Alain Damasio. Artiste engagé, bâtisseur d'univers, créateur de jeux vidéo, philosophe du vivant, il est l'auteur de science-fiction le plus populaire du moment. Celui qui a écrit La Horde du Contrevent vient d'écouler plus de 120 000 exemplaires avec Les Furtifs aux éditions de La Volte. Lauréat du prix Lire 2019, cette anticipation qui imagine le monde en 2040 n'en finit plus de faire parler d'elle 10 mois après sa sortie. On a donc décidé de faire un bilan avec Alain Damasio. Que faire après Les Furtifs ? Se reposer, je crois que c'est la première chose que je devrais faire. Parce que j'ai eu une véritable tournée, on peut dire, qu'on avait organisée avec Mathias, le directeur de La Volte. Et après 10 mois, je suis quand même en voie d'épuisement. Et surtout en besoin de ressourcement énorme, quoi. Donc là, il faut que je ferme le robinet à sollicitation et que j'essaye de me retrouver, quand même. Quel enseignement tirez-vous du jeu médiatique ? C'est ultra intéressant, en fait. Pour moi, ça m'a appris énormément de choses. Pas trop sur moi-même et sur le livre, que sur ces gens, notamment les politiques et notamment les autres artistes et notamment ceux qui essayent de briller dans les médias, ce que ça implique, ce que ça exige et ce que ça dit sur ces gens-là. Voilà. C'est-à-dire que je considère, après l'avoir fait, que il faut être un véritable psychopathe pour prendre vraiment du plaisir à faire ça. C'est-à-dire que c'est en réalité très vampirisant, très épuisant et surtout ça crée un lien à soi-même qui pour moi est extrêmement pervers. Et imaginez que des Macron, que des Mélenchon, que des Marine Le Pen passent des campagnes électorales à 300 jours de suite à serrer les mains, à aller dans ces médias, à recevoir l'admiration et en tout cas la présence et n'avoir aucun anonymat, aucune possibilité de s'isoler. Être constamment dans ce bain-là et y prendre du plaisir, c'est un signe pour moi très net d'un narcissisme ultra dangereux, ultra pathologique. Et ça, tu peux le mesurer que si à un moment donné, t'es baigné dans ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc ça m'a appris ça. Voilà. Ça y est. Maintenant, je les regarde avec encore plus de défiance, encore plus d'angoisse, parce que c'est pas possible de prendre du plaisir à faire ça en réalité. Voilà. Donc t'as évidemment à certains moments des moments de plaisir, de rencontre, de joie, de sentiments, de gratitude, mais globalement l'enchaînement, la saturation, le fait que tu perds cette chose extrêmement précieuse qui est l'anonymat, qui te permet, toi, quand t'es artiste, de te balader dans la rue, d'être tranquille, de te poser, etc., sans jamais qu'on t'emmerde. Même perdre ça que de temps en temps, parce que voilà, ça m'arrive. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment perturbé. Donc voilà, et puis je trouve que c'est très asséchant. Voilà, ça induit un rapport complètement dissymétrique aux gens. C'est-à-dire que c'est un rapport où les gens, parce qu'ils t'ont vu, parce qu'ils ont vu ta gueule, parce qu'ils ont entendu ta voix, viennent te voir dans une position asymétrique. C'est-à-dire qu'ils se mettent dans une position d'admiration ou je sais pas comment dire ça, quoi, dans un rapport qui est pas un rapport égalitaire, quoi, là, qui est pas un rapport de camaraderie, d'échange, et ça t'alimente pas, en fait, ça t'alimente absolument pas, ça t'enrichit pas, ça t'apporte rien, en vrai, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de le vivre, quoi. Comment on vit dans son quotidien avec un succès qui est grandissant ? C'est ultra bizarre. Il y a à la fois l'aspect très très chouette avec l'éditeur, avec Mathias, ce moment de partage. Tu vois, t'es un peu comme je sais pas, comme quelqu'un qui a gagné la Coupe du Monde et puis tu as le plaisir de le vivre en équipe. Tu le vis avec l'équipe de La Volte, tu le vis avec tous les gens qui ont porté cette maison pendant 15 ans et dont c'est le vrai premier succès en réalité, puisque La Volte, comme tous mes éditeurs, rame, galère et fait des livres qui se vendent à 1000, 1500 exemplaires. Donc quand tu as un succès aussi énorme, ça veut dire que ça va alimenter la maison d'édition pendant des années. Ça lui permet de tenir, ça lui permet d'éditer plein de livres qui sont parfois plus exigeants, plus complexes, plus pointus et qui trouvent pas leur public. Et ça permet de les éditer, ces livres-là. Donc ça, c'est génial. Donc tu as l'impression d'ouvrir une possibilité et des potentialités pour l'éditeur qui sont très fortes. Après, sur toi, encore une fois, c'est-à-dire que t'as les premiers moments où t'es très heureux parce que t'as le doute sur la qualité du livre, sur la façon dont il peut être reçu. Donc le premier mois, j'ai envie de dire, de voir arriver les premières critiques, les premières personnes enthousiastes, ça te fait un bien fou, quoi, et ça te rassure. Mais après, t'es dans un mode malheureusement, tu te blasses très vite, quoi, et
moi, j'ai l'impression de pas avoir profité en fait vraiment de ce moment-là. Je l'ai pas très bien vécu en réalité quoi. C'est pas un moment dont je me souviendrai cette année 2019 comme quelque chose de très riche ou comme une acmé de quelque chose. Autant l'écriture du livre, autant les derniers mois d'écriture du livre ont été des moments magnifiques pour moi et ultra intenses et ultra beaux quoi, où t'as vraiment un sentiment d'épanouissement très fort parce que t'atteins enfin le registre stylistique que tu voulais toucher, t'atteins enfin les moments du livre que tu voulais porter depuis des années parce que ça faisait 15 ans que j'étais dessus. Autant après, bah t'es là, oui, tu rates tes chiffres de vente, tu vois que ça monte, tu vois que ça se vend très bien, tu vois qu'il y a des bons retours dans les médias, etc. Tu vois que t'as des bons retours en dédicace. Mais honnêtement, je sais pas comment dire. De toute façon, moi, c'est horrible de dire ça, mais t'écris pas pour les. Moi, j'ai pas l'impression d'écrire. T'écris pas pour ça, t'écris parce que ça te paraît important de faire ce que tu dois faire et porter ce que tu dois porter. Et si ça répond, tant mieux. Si ça résonne, tant mieux. Si c'est s'il y a une réverbération par rapport à l'époque, tant mieux. Si politiquement, effectivement, ça déploie des changements, des transformations sociales, tant mieux. Mais pour le reste, mais encore une fois, moi je me souviens toujours, voilà, quand j'ai sorti La Zone du Dehors, on l'a vendu à 500 exemplaires, quoi. Et pendant 5 ans, ça n'a jamais dépassé 500 exemplaires, en tout, quoi, tu vois. Et on les déposait par groupe de 10 dans les librairies, dans une dizaine de librairies à Paris. Et j'étais très content d'avoir 500 lecteurs, tu vois. Et j'étais presque plus heureux d'avoir ces 500 lecteurs à l'époque que j'en ai eu aujourd'hui. De toute façon, la rémunération, elle est toujours intérieure. C'est-à-dire, la récompense, elle est intime. Elle est dans le moment d'écriture. Elle est dans le moment où tu crées. C'est là que tu te récompenses toi-même, j'ai envie de dire, ou que le lien à toi-même est tellement fort que c'est une récompense magnifique de le vivre. Et c'est une chance incroyable d'avoir le temps et l'espace de pouvoir créer. Il y a tellement de gens qui veulent écrire des livres et qui n'ont pas le temps ni l'espace de le faire. Quand toi, tu as cette chance-là, ouais, c'est là, ton Grand Prix de l'Imaginaire, il est là. Il était à Porquerolles, il a été à Moustier-Sainte-Marie, il a été dans des moments où j'ai randonné, que j'étais en train d'écrire le livre et j'étais dans un bonheur, une plénitude complètement dingue, quoi, tu vois. Après, ça marche pas. Tant mieux si ça marche. Encore une fois, ça donne de la liberté à la Volte, ça me donne de la liberté, moi, très forte sur l'avenir. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux aujourd'hui, tu vois. Mais je le faisais déjà avant, quoi, donc ça va pas changer grand-chose par rapport à ça, ouais. Avez-vous utilisé cette hypermédiatisation pour transmettre vos idées ? Ouais, ça par contre, c'est un aspect auquel moi je tiens, c'est-à-dire que s'il y a un intérêt à faire ça, il est pas narcissique, il est par contre sur les valeurs que tu veux porter, sur la vision politique et sociale que tu as envie de transmettre, surtout dans un monde où on sait que voilà, les valeurs globalement transmises sont celles du néolibéralisme, sont les valeurs de droite actuelles, et que comme la presse écrite, comme la presse même public est entièrement structuré par ces valeurs-là, par ces valeurs néolibérales, pouvoir porter une parole différente, pouvoir entrer un coin quoi pour moi dans la bûche du néolibéralisme, je trouve que c'est ultra important, voilà. Donc je me suis pas privé de le faire et je me priverai jamais de le faire. Voilà, je pense qu'on doit ouvrir, voilà, on doit ouvrir les crânes, on doit ouvrir les habitudes de pensée, on doit ouvrir les conceptions ultra individualistes qu'on porte vers nous et les amener vers quelque chose de beaucoup plus collectif, de beaucoup plus lié, de beaucoup plus de beaucoup plus émancipateur que ce qu'on a aujourd'hui. Donc avoir la chance de parler devant une audience et de porter ces valeurs-là, oui, moi je considère que c'est fondamental et que c'est fait partie de mon boulot. Hein. Avez-vous été surpris par l'accueil positif qui a été fait sur vos idées comme la privatisation de l'espace public et sur la servitude volontaire du numérique ? Non, surpris sur ces deux choses, pas du tout, parce que je pense que c'est deux anticipations qui sont vraiment là pour le coup du présent hypertrophié, c'est-à-dire elles sont déjà là, elles sont déjà en place. La privatisation des villes, elle est déjà opérationnelle dans beaucoup d'endroits, en particulier à Marseille par exemple. Et que simplement, ce qui va toucher les gens, c'est que tu fais évoluer les personnages dans cette ville segmentée, privatisée, avec ses 3 niveaux standard, premium, privilège. Et que du coup ça rend extrêmement concret quelque chose qui est juste embryonnaire aujourd'hui. Donc c'est souvent comme ça qu'il y a un effet effectivement très 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 fort ou très intense sur les lecteurs, c'est quand ils reconnaissent quelque chose qui est déjà en place, qui est déjà embryonnaire, assez peu développé, et que simplement tu pousses et que tu le montres dans son total développement. Et tu montres que ça produit socialement, individuellement, psychologiquement,
d'être dans un monde comme ça. Et sur l'IA personnalisée, ben moi j'ai repris simplement quelque chose qui est en cours de développement, on peut dire ça, parce que n'importe lequel des GAFAM, que tu prennes Google Home, que tu prennes Alexia chez Amazon, que tu prennes Siri chez Apple, etc. On va pas tous les citer parce qu'ils ont déjà assez de pubs, mais tous ont développé une intelligence artificielle personnalisée, tous essayent d'en faire l'interface centrale d'interaction avec leurs produits. Tous pensent que c'est le langage naturel qui est la meilleure façon d'obliger ou en tout cas de pousser les gens à interagir beaucoup plus que les doigts, que le digital qu'on utilise beaucoup maintenant sur les smartphones et que la voix mais très rarement. Donc de dire ça et de se dire ok, attention, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui vient et que ça touche les gens, non, je trouve ça normal et heureusement, enfin j'ai envie de dire heureusement. Et c'est le rôle de l'ASF de faire ça, quoi, de pointer, mais avec beaucoup d'intensité, quelque chose qui va arriver, qui est déjà là. Toujours cette phrase de Gibson, voilà, le futur est déjà là, mais il est inégalement réparti. Et effectivement, il est encore inégalement réparti sur les IA personnalisées, mais ça va devenir quelque chose de dominant dans 10, 20 ans, tu vois. Après, il y aura énormément de travail en IA, et peut-être qu'ils n'arriveront pas. Juste avoir un chatbot qui soit vraiment ultra performant, qui soit une interface en langage naturel, capable de te comprendre, de dialoguer avec toi de façon riche, aussi riche que dans n'importe quel dialogue interhumain, je suis pas sûr qu'on y arrive. Voilà, malgré tout ce qu'on nous raconte. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont certainement bourrer ça de big data, c'est-à-dire ils vont essayer de prélever un maximum d'occurrences, de dialogues partout sur les réseaux pour essayer d'être... mais c'est ce que j'appelle la bêtise artificielle, quoi. C'est-à-dire que tu peux bourrer d'autant de big data que tu veux un logiciel de conversation. S'il n'a pas l'intelligence extraordinaire que possède l'humain pour le faire, ça ne marchera jamais. Moi, j'y crois pas en réalité. Tu vois, pendant longtemps, j'y ai cru, et en fait, j'y crois pas. Mais par contre, la volonté de nous bloquer sur un seul type d'interface et d'essayer de faire en sorte que ton premier rapport au monde ne soit pas avec tes proches, que ce soit tes enfants, ta femme, tes amis, mais passe forcément par une interface en langage naturel. Ça, je trouve ça extrêmement vicieux. C'est très bien repris dans Blade Runner 2049. C'est très bien repris dans Her de Spike Jonze. Les effets psychologiques seraient absolument, à mon avis, délétères et pervers au plus haut point. Donc ça, je pense que les gens le sentent et ça m'étonne pas que c'est des choses qui ont été reprises. Et pourtant, les gens semblent continuer à s'auto-aliéner par leur smartphone et les réseaux sociaux. Ouais, mais tu vois, t'as toujours deux choses, quoi. Tu sais, Deleuze, il disait ça, Deleuze-Guattari, quand tu regardes le premier tome de Capitalisme et schizophrénie, celui sur l'anti-Oedipe, ils te disent, voilà, t'as des investissements conscients, tu vois, et rationnels, qui te donnent des objectifs, des buts, tu dis, voilà, je veux faire ça, etc. Et puis, t'as des investissements subconscients de désir. Et ces investissements subconscients de désir, c'est les plus difficiles à travailler, parce que t'as beau être conscient rationnellement du réchauffement climatique, c'est pas pour ça que tu vas être capable de travailler sur ton désir de prendre l'avion pour aller en Malaisie ou à Bali, ou que tu vas être capable de travailler sur ton désir d'être seul au volant de ta bagnole et de te balader parce que c'est plus facile, parce que tu peux écouter la radio, parce que t'es tranquille dans les embouteillages au lieu d'être dans les transports en commun, etc. Donc cette économie de désir-là, si tu la travailles pas, rien ne change. Voilà. Et encore plus important, comme on est dans un registre de capitalisme qui est un capitalisme de l'attention, qui est une économie de l'attention, c'est-à-dire que cette économie est fondée sur le fait de solliciter en permanence ton attention et de capter cette attention et de la capter pour aller évidemment vers un acte d'achat ou pour un achat de service qui correspond soi-disant à tes désirs. Tant que tu dépasses pas, que tu contournes pas cette économie de l'attention, tant que t'es pas capable de reprendre la main sur ton attention, de te réapproprier tes modes d'attention, et ben l'addiction elle va rester maximale parce que tout est fait, tout le design de la dépendance est construit sur la captation de cette attention. Si t'arrives pas à y échapper, si t'arrives pas à passer dessus, à côté, si t'arrives pas aussi à déconnecter tout simplement à un certain moment, l'addiction elle reste maximale et tu prends du plaisir en plus, quoi, tu vois, mais un plaisir qui progressivement devient de moins en moins fort et progressivement devient de plus en plus aliénant. Mais c'est très compliqué de sortir de ces boucles d'auto-addiction. Pour moi, on le voit, moi je connais pas quelqu'un autour de moi qui ne te dit pas qu'il en peut plus de son smartphone, mais qu'il peut pas s'empêcher de l'utiliser. On est tous c'est presque c'est une perversion sociale massive aujourd'hui auquel très peu de gens échappent. Hein. Donc le pointer, ça fait partie encore une fois, je trouve, de la responsabilité des auteurs de SF, si tu veux pointer ce qui travaille le présent, quoi, ce qui se construit. Ouais. Donc du coup, pour vous, la science-fiction peut apporter des prises de conscience ?
Et évidemment, elle peut apporter des prises de conscience, elle peut apporter des vraies transformations politiques, elle peut apporter aussi des vraies mutations psychologiques pour ceux qui le lisent. Moi, je pense qu'un grand livre, moi je le dis toujours, un grand livre doit être un transformateur d'énergie, comme n'importe quelle œuvre d'art, comme n'importe quelle grande œuvre d'art. Tu peux pas rentrer dans un film et en sortir en restant intact, quoi. Si tu rentres dans une salle de ciné et que tu ressors et que finalement rien dans ta vie n'a changé, que ta structure émotionnelle va pas être différente, ton mode de perception non plus, il n'y a pas d'idée supplémentaire qui t'est venue, tu n'as pas été changé par le film, c'est que l'œuvre ne sert à rien, tu vois, c'est que c'est pas une grande œuvre. Pour moi, une grande œuvre de SF, comme n'importe quelle grande œuvre, elle doit opérer ces transformations. Et ces transformations ont lieu sur des registres. Ça transforme ta mémoire, ça transforme ton vécu, parce que ça te crée des scènes intérieures que tu vas conserver et qui vont t'aider ensuite dans ta vie à agir de telle ou telle façon. C'est ça aussi les grandes œuvres, c'est que ça crée de la mémoire, quoi. Tu vois, c'est l'intensité que tu vis avec les personnages devient aussi forte et parfois même plus forte que tes propres scènes vécues, subjectives dans la vie réelle. Et ça, c'est la construction de la mémoire que ça produit. Elle est, je crois que c'est quelque chose de passionnant et vraiment de propre à l'œuvre d'art. Et ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je le vois sur mes lecteurs, je le vois sur les gens qui viennent me voir à la table en dédicace ou qui viennent me parler après les conférences. Il y en a plein qui me disent, voilà, ce tel bouquin a changé ma vie, La Horde a changé ma vie, Les Furtifs a changé ma vie, etc. Et pour moi, c'est le plus beau, compliment qu'on puisse faire. C'est-à-dire que, effectivement, ça opère une prise de conscience, tu changes. Et parfois, la prise de conscience, elle est pas, ce qui est génial, c'est qu'elle est pas monolithique. C'est-à-dire que les gens vont pas tout d'un coup se devenir d'extrême gauche. C'est pas le problème, tu vois. Moi, j'ai mes propres valeurs, j'ai ma propre vision sociale. Mais le but, c'est pas qu'ils deviennent tous d'extrême gauche et qu'ils se mettent, tu vois, à devenir zadistes. C'est pas l'intérêt. Mais par contre, ça leur ouvre le crâne, qu'ils voient les choses différemment, qu'ils perçoivent leur ville différemment, qu'ils perçoivent la marchandisation, par exemple, de l'intimité très différemment après avoir lu Les Furtifs, qui perçoivent l'enjeu de la furtivité comme quelque chose d'essentiel. Oui, ça me paraît vraiment important et donc outil de prise de conscience, ouais. Alors que votre livre a touché un large public, le fandom de la science-fiction a été dubitatif, voire critique. Nul n'est prophète en son pays. Oui, alors ça c'est une règle absolue de toute communauté. Mais ça se comprend. C'est tellement difficile, honnêtement, c'est tellement difficile de faire un livre qui soit lu, quel que soit le domaine. Hein. La science-fiction, comme tous les domaines, se pense comme le vilain petit canard ou comme une économie de la misère ou délaissée, etc. En réalité, c'est un genre qui est majeur hein, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, dans les séries télé. Simplement, en littérature, comme dans tous les genres, c'est-à-dire que tu fasses de la poésie, du théâtre, de la littérature blanche, que tu fasses du polar, à part les quelques blockbusters et succès qu'il y a chaque année et dont on parle. La réalité, on le sait, c'est que les livres se vendent à 1000 exemplaires, 1500 exemplaires, et parfois beaucoup moins. À la Volte, il y a beaucoup de livres qui se vendent à 250, 300 exemplaires. Donc quand tout d'un coup, un livre attire comme ça toute l'attention et bénéficie d'un espèce d'effet d'accumulation, d'un capital d'attention, parce que c'est comme ça que fonctionne ce monde, et obtient un gros succès qui est toujours injuste par rapport à énormément de bouquins qui ont autant de valeur ou qui sont aussi riches, mais qui n'ont pas bénéficié pour une raison qui est difficile à expliquer. Hein. Il y a des effets de résonance de certains bouquins que tu n'arrives pas à justifier. Et bah, que ça crée des tensions, que ça crée une espèce d'acrimonie, ça me paraît normal. Voilà, et que les gens s'y retrouvent pas forcément en disant oui, mais c'est de la SF politique, ou oui, c'est pas vraiment de la SF, oui, c'est du merveilleux fantastique, ou oui, enfin tu peux toujours prendre une œuvre et dire essayer d'évaluer, tu vois, dire par exemple que la Horde c'est plus de la fantasy que la SF. Oui, peut-être, tu vois, on s'en fout en réalité, mais donc le milieu, ouais, l'a relativement mal reçu. J'en sais rien en fait. Je me méfie aussi de la faculté qu'ont certaines revues à accaparer le concept de SF ou à se revendiquer de l'essence de la SF, tu vois. Moi, ça me fait toujours un peu rire, comme si on savait exactement ce qu'est la SF et qu'il y avait forcément des gardiens ou des mentors de cette science-fiction-là qui décident ce qui en relève ou en relève pas. Moi, ça me fait toujours un peu rigoler, voilà. Donc, je t'avoue que ça me glisse un peu dessus quand même, voilà. Ce qui me paraît important, c'est que le grand public ait pris conscience que la science-fiction est quelque chose qui parle de nous, qui parle du présent, et qui parle des enjeux sociaux maintenant, ici et maintenant. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire passer en constante. Et j'ai toujours revendiqué et défendu la science-fiction. Je me suis jamais abrité en disant mais non, mais je fais plus que de la SF comme on dit ou autre chose que de la SF. Non, je fais de la SF profondément, intensément, et je m'en revendique absolument. Et c'est au nom de la SF que ce livre a eu son succès. Donc
je pense que ça rejaillira sur le champ de la SF. Alors c'est pas tout de suite que voilà, il va y avoir des milliers de succès qui vont se générer, mais je pense que le mode de réception de la science-fiction en France aujourd'hui a été modifié positivement par le succès des Furtifs ou de la Horde, voilà, comme il a été modifié positivement par les succès de Serge Lehmann, de Pierre Bordage ou de Romain Lucaso ou de qui que ce soit qui a eu un petit peu de rayonnement par ses livres. Voilà, on contribue tous à développer ce genre, quoi. Voilà, mais il faut surtout ne pas se cacher et ne pas dire non, mais en fait, comme j'aimerais avoir un public de littérature blanche, je vais pas dire que c'est de la SF. Non, c'est de la science-fiction. Mais précisément, c'est le genre le plus adapté à l'époque aujourd'hui, et il faut le dire. Quels sont vos projets maintenant? Alors, il y a plein de possibilités. On parle de la Horde du Contrevent 2, on parle de séries qu'on vous aurait peut-être proposées, ou encore d'une adaptation cinématographique de la Horde. Quels sont les prochains projets? Moi, j'ai 2 projets là actuellement, enfin 3 j'ai un projet de série télé, voilà, qui est un vrai projet de science-fiction pour le coup, et qui est, j'appelle une sorte de Game of Sapiens, c'est-à-dire que c'est le combat de différents modèles de développement anthropologique en 2400 sur un Antarctique dégelé. Et ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup de dire quel est le mode de développement anthropologique qui serait le plus à même de préserver le vivant, de tisser des liens féconds avec le vivant, et avec quel niveau de développement technologique, c'est-à-dire low-tech, pas low-tech, encore plus bas que low-tech, etc. Donc il y a toute une réflexion là-dessus, et je trouve que c'est un très beau thème. On espère que ça va déboucher. Après, j'ai une très belle série radiophonique que je suis en train de créer avec Florian Pochon, avec qui j'avais déjà travaillé beaucoup, et qui porte pareil sur la science-fiction et sur vraiment un rapport très particulier de renouement vivant. Je peux pas trop spoiler parce que là, pour le coup, il y a une idée très très fondamentale dedans que si je la donne tout de suite, ça va un peu casser la dynamique d'écriture. Mais disons que on peut dire que c'est du post-apo, ou plutôt que c'est de l'apo même, tu vois, c'est-à-dire que ça se passe dans un moment de grande catastrophe climatique. Donc ça, on va travailler. J'espère. Moi, j'ai vraiment l'ambition d'en faire le podcast le plus abouti qu'on ait jamais produit en SF française. Voilà, je préfère annoncer la couleur et être même très prétentieux là-dessus, mais on veut aller très très loin dans l'écriture sonore, aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on a entendu aujourd'hui là-dessus. Donc j'espère qu'on réussira. En tout cas, moi, je vais y mettre beaucoup d'énergie. Et puis l'autre sphère de développement, c'est sortir pour moi vraiment de ma zone de confort et aller vers la scène. Donc j'ai commencé à le faire un peu avec une tournée avec Yann Péchin de lecture-concert. Et là, je vais passer vraiment à du concert à partir des textes des Furtifs. Et on a pris un tourneur, on va faire une vraie tournée. Et j'ai envie de progresser sur scène, j'ai envie de progresser sur l'interprétation, j'ai envie de descendre dans le présent qu'implique un rapport scénique. C'est un one shot, voilà. Chaque concert est un one shot, chaque concert est doté d'une intensité extrêmement singulière. Et j'aime bien cette prise de risque là. J'aime bien la tension que ça produit. J'aime bien le côté aussi très relationnel, très collectif que ça implique. Donc je vais essayer d'avancer là-dessus. Voilà, j'ai envie là je prends un an où j'essaye alors pas de devenir un performeur ou je sais pas quoi, mais en tout cas de travailler ce lien entre texte et musique, ce lien entre voix et musique, et avec un guitariste qui est extraordinaire, parce que Yann Péchin était le grand guitariste de Bashung, et pour moi est un des derniers guitar héros aujourd'hui en francophonie. Donc c'est super riche, super intéressant, parce qu'il a une faculté d'improvisation très forte. Et donc de travailler sur l'improvisation, de travailler sur une création sur scène, avec des concerts qui sont chaque fois différents, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, ça me sort du confort que j'ai maintenant, puisque voilà, mon écriture est reconnue, etc. Et je suis dans une situation un peu bourgeoise maintenant en tant qu'écrivain. J'ai envie d'aller ailleurs et de me remettre en danger. Ouais. Alors, ce sera la dernière question. Est-ce que les Furtifs, c'est plus que de la SF? Ah, génial, j'adore. L'ultime question piège. Moi, je dirais que c'est profondément et absolument de la SF, et j'ai envie de dire rien de plus. Mais je pense que quand la SF est profondément et intensément de la SF, ça devient forcément autre chose, comme tout genre. C'est-à-dire que tout genre poussé jusqu'à ses limites produit autre chose. C'est-à-dire que c'est à la fois aussi et en même temps
Oui, de la littérature blanche, parce que c'est une histoire d'amour, Les Furtifs. C'est une vraie histoire d'amour filiale et de couple. Donc on peut dire que ça relève entièrement et intégralement aussi, d'une certaine façon, de la littérature blanche. Comme ça relève aussi du thriller, parce que c'est un thriller éthologique où on découvre progressivement, par révélations successives, ce que sont les furtifs. Donc tu peux dire, c'est plus que de la SF, au sens où c'est aussi un thriller et que ça relève un peu du polar, comme ça relève de la littérature blanche. Mais tu pourrais dire aussi que c'est un livre politique. Tu pourrais dire aussi que, voilà, c'est... Mais tout ça, ça l'est parce que c'est de la SF jusqu'au bout, quoi, tu vois. Donc... c'est très marrant de dire c'est plus que du polar, c'est plus que de la littérature blanche, c'est plus que de la poésie, etc. Non, c'est de la SF, absolument, mais en étant de la SF absolument, c'est forcément plein d'autres choses à la fois. Voilà. Merci à Alain Damasio, c'est la fin de ce premier épisode. On remercie également la bibliothèque parisienne Rainer Maria Rilke, spécialisée en science-fiction, de nous avoir laissé enregistrer dans ses murs. Ce podcast a été sponsorisé par Sœur d'édition. Pour ceux qui ne les connaissaient pas encore, cette maison d'édition a publié de nombreux ouvrages sur des œuvres cultes de la science-fiction, des analyses sur Akira, BioShock, Cowboy Bebop, Half-Life, Halo, Mass Effect ont été publiées. On se retrouve la semaine prochaine avec un des maîtres du cyberpunk japonais. Son manga a été adapté par Hollywood et son héroïne se nomme Gali.